Bonjour, je vais vous lire aujourd'hui le chapitre 15, Le chant des anciens, d'Angèle l'Indien blanc de François Place. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à partager. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie. Alors, commençons. Chapitre 15, Le chant des anciens. Le village s'enfonça dans l'hiver, la neige recouvrait entièrement les longues maisons, et calfeutrées d'écorce et de mousse, elles se serraient les unes contre les autres. Des traits de fumée s'en échappaient, répandant des odeurs de bois vert et de graisse de phoque. Avec les plumes grises, je partais souvent en expédition pour de petites chasses en lisière du rivage et de la forêt. L'arc du ciel sur l'horizon était très bas. Le demi-jour dispensé par sa maigre lumière ne durait jamais plus de 3 ou 4 heures, et le reste du temps ce n'était que la nuit. Il fallait compter sur le bon vouloir de la lune pour éclairer notre retour et surtout ne jamais s'endormir. On arrivait parfois à capturer des loutres des neiges ou des renards argentés, fort difficiles à débusquer. Alak m'assura qu'il y avait aussi des srows, qui sont des cerfs de très petite taille, guère plus hauts que les chiens qui les chassent. La robe gris clair des srows les rend presque invisibles. On a rarement la chance d'en apercevoir. Ils vivent si profondément cachés au cœur des forêts qu'il est impossible de les approcher sans déclencher leur fuite. Ils sont très agiles et ils détectent des barbes de lichen qui pendent aux branches et que le gel rend croustillantes. Alak me montra des bois venant de la tête de ces animaux, en forme de chandelier à 3 branches. Ceux des plus âgés ne dépassent pas la paume d'une main grande ouverte. Il n'y a pas de sentier dans ces forêts, les arbres restent dans les creux de terrain abrités du vent. Ils ne poussent pas haut, ils pourrissent vite, en s'écroulant les uns sur les autres, aussitôt colonisés par les mousses et les fougères. C'est un chaos dont la neige dissimule tous les pièges. On s'en tient aux lisières en longeant les rives rocheuses. Une fois, Tilal marchait devant moi, s'arrêta soudain. Il avait vu un srow. Il me fit le signe de ne pas faire de bruit. Méfiant, je jetai un coup d'œil en arrière. Les autres plumes grises n'étaient pas loin. Tilal s'enfonça sous une voûte de fougères gelées. Je le suivis. Il marchait vite en silence avec de courtes pauses pour épier les alentours. Et de temps à autre, il me tendait 2 doigts dans une direction, ou bien il m'indiquait une brindille cassée. Il s'engagea sur un tronc qui traversait un talus effondré, et j'arrivai à sa hauteur. Il me montra une forme mouvante dans le taillis informe qui tapissait le vallon, juste en dessous. Je fis l'erreur de me pencher pour tenter de la distinguer. Il me bouscula dans le vide. Un choc au crâne, puis l'obscurité. Je me réveillai avec une bizarre sensation de chaud et de froid. Ma tête avait abondamment saigné. Le sang caillait encore dans mes cheveux. J'étais enseveli sous 3 ou 4 pieds de neige, prisonnier d'un fatras de branches brisées. Je ne sais comment je suis parvenu à remonter le talus et rejoindre la rive. J'étais couvert de sueur et je tremblais à faire peur, incapable de me réchauffer. La nuit était tombée, le village se trouvait encore à plus de 2 heures de marche. J'arrivai enfin à la maison des plumes grises, plus mort que vif, frissonnant de fièvre, je m'écroulai sous ma couche, et dans cet état de faiblesse extrême je restai alité plus de 10 jours sans pouvoir bouger. La douleur se propageait de mon crâne jusqu'aux plus fines terminaisons nerveuses. Les Woanas sont impitoyables pour les malades ou les blessés. Au mieux, ils frottent la plaie avec de la neige et la recouvrent d'un emplâtre de bouillie d'écorce. Mais la règle générale est de laisser faire et d'attendre. On a juste droit à un bouillon de graisse de phoque et on est chanceux s'il est encore tiède. L'usage est de se moquer du convalescent. Tilal avait raconté que je voulais capturer un snow, ce qui avait beaucoup fait rire à mes dépens. Je ne dormais plus que d'un œil, mais je dois admettre qu'il ne tenta rien d'autre contre moi pendant la fièvre. Il ne laissait jamais trop paraître son animosité, et lorsque je fus rétabli, le retour de la silhouette bancale de Corvadoro me fit grand plaisir. Mon cher Angèle, le bruit court que vous prenez de grands risques à la chasse. C'est faux. Ah, et dans ce cas, évitez les querelles inutiles, Angèle. Nous approchons du cœur dur de l'hiver. C'est un moment périlleux. Quand le froid et la faim montrent les crocs, les rancunes s'enveniment et les relations se gangrènent.
Je haussai les épaules. Cela ne faisait pas une minute que nous avions repris nos conversations décousues, et déjà il m'agaçait. De plus, je n'avais pas l'intention d'oublier la petite plaisanterie de Tilal, mais mieux valait changer de sujet. Je n'ai jamais osé vous le demander comment ça se passe dans la maison des anciens. Il sursauta, car je ne prenais jamais l'initiative dans nos conversations. Je n'y ai pas vraiment accès, je dors dans ce qu'ils appellent la maison des hôtes, qui n'en est que le vestibule. Je partage ce privilège avec le vieux borgne, Théiac, le gardien du seuil. Il vous surveille? Me surveiller? Franchement, il n'en a pas besoin. On ne me traite jamais en otage, plutôt en invité. Un invité particulier, cependant. Je suis à peu près sûr que Théiac pense que nous ne pourrons jamais repartir. D'ailleurs, il se moque complètement de retrouver le Neptune. Si nous ne servons même pas de monnaie d'échange, à quoi servons-nous? Ni vous ni moi ne sommes de bons chasseurs. Je ne sais pas encore. Il m'interroge beaucoup sur le monde d'où nous venons. Le vôtre n'est pas le mien, lui fis-je remarquer avec aigreur. C'est votre avis, mais Théiac ne fait pas la différence. Pour lui, il y a entre vous et moi qu'un écart d'âge, ce qui, ici, vaut davantage qu'un écart de conditions. J'ai cru un moment que d'autres vaisseaux avaient eu avant nous un contact avec les Woanos, mais ce n'est pas le cas. Cela n'a jamais eu lieu. Nous sommes les premiers à passer de ce côté de la porte de pierre. Vous voulez dire qu'ils nous ont trouvés par hasard? Il hésita en appuyant vaguement son regard sur deux silhouettes qui passaient un peu plus loin. Le mot hasard n'existe pas chez eux. Ils ont d'autres lois et d'autres mots pour comprendre le monde. Vous vous souvenez de ces fleurs séchées que Théiac faisait brûler dans la pirogue pour soulever le voile du brouillard? C'est ce qui se passe dans la maison des anciens. Ils font brûler ces fleurs séchées et ils se laissent traverser par les rêves qui en sortent. Ils sont tous aveugles, ils dorment et ils chantent en dormant. Et de leurs deux bouches sortent deux sons, la voix du jour, celle que nous parlons, et la voix qui vient de plus loin, la voix de nuit, mystérieuse, sourde, basse et ombreuse, qu'ils sont les seuls à savoir parler. C'est cette voix-là, porteuse de visions, qui les traverse en circulant l'un à l'autre, comme l'eau ébouillantée par le volcan trouve son chemin sous les fleuves de glace. Et lorsque cette voix-là parle, ils peuvent voir une grande pirogue à voile entrer dans la baie, ou encore un galet blanc se loger dans l'estomac d'un phoque juste avant sa mort. Je n'ai jamais entendu le chant des anciens. Vous n'en aurez pas l'occasion, les anciens s'enferment pendant toute la durée de l'hiver. Moi-même, je ne peux entendre ce chant qu'assourdi à travers la cloison. Je fis un effort pour me représenter cette parole aussi inaudible que redoutable. C'est un peu comme lorsque nous entendons les grondements du volcan assourdis par la neige. Parfois vous me surprenez, Angèle. Votre image est juste, c'est exactement ça. C'est un murmure, mais un murmure plein de fureur rentrée. Quelque chose de vaguement inquiétant. Aussi parce que plus grand que nous. Cela résonne à travers vous, vous fait tressaillir comme une peau de tambour. Il est impossible d'en démêler un mot, une phrase, ni même de parvenir à en isoler la mélodie. Mais si vous vous laissez porter, alors oui, certaines visions vous gagnent, et peut-être même. Je levai la tête pour lui demander de poursuivre. Il resta en suspens, hésitant. D'après Théiac, les 2 prochaines nuits seront claires. Ensuite, il y aura une grande tempête, et gare à ceux qui oseront s'aventurer dehors. Vous pensez être rétabli pour marcher? Je répondis d'un bref coup de menton. Parfait, je ne peux pas vous faire entendre ce chant, Angèle, mais je peux faire mieux. Avec un peu de chance, je peux vous le faire voir. Il revint me chercher à la maison des plumes grises peu après la tombée de la nuit. Il n'y avait pas de lune, mais nous nous étions accoutumés à la longue obscurité de la terre australe. Corvadoro gravit une arête rocheuse. Un peu plus bas, la pénombre laissait deviner le piton au pied duquel se tenait le village. Ici nous verrons mieux, dit Corvadoro en s'arrêtant. Le ciel était ruisselant d'étoiles, et après un temps d'observation, l'œil s'accoutumait et finissait par découvrir, au voisinage des plus brillantes, celles qui lui étaient restées jusque-là invisibles. Puis, à mesure qu'il les avait reconnues, il en trouvait d'autres encore, plus lointaines, sortant du néant, avec le pâle éclat de leur froide incandescence. S'il est bien vrai que la terre est ronde, comme l'affirmait Corvadoro, alors on devrait pouvoir en faire le tour pour se mettre la tête en bas.
Et comment, dans ce cas, ne pas céder au désir de plonger dans ces archipels de lumière? Une lueur verte apparut à l'est. Sa clarté était si vive que la côte de l'autre côté de la baie apparut en contre-jour. Elle lança de grandes flammes à l'assaut du ciel en se propageant soudain comme un incendie de couleur de menthe. C'est une aurore polaire, dit Corvadoro. D'après mon confrère, cigognier des Chauveries, qui a eu l'occasion d'en observer dans l'hémisphère nord, ce sont des nuages de gaz enflammés, mais ça n'explique pas leur forme étrange. Les flammes ondulaient, elles se transformèrent en draperies verticales, comme si se déployait un gigantesque rideau de soie verte, tendu d'un bout à l'autre de l'horizon. Mais ce n'était plus vers le ciel que Corvadoro se tournait son regard. Il exerçait une pression sur mon bras. Angèle, souffla-t-il, c'est maintenant. Il me désigna le miroir de la baie, et sous la glace, au reflet d'émeraude, couraient de longs flux lumineux de particules brillantes qui dérivaient vers le détroit, s'enroulant en de lents tourbillons, puis regagnant le fil du courant pour s'enfuir de nouveau. En prenant de la vitesse, soudain agité de palpitations, Corvadoro en était saisi. Angèle, vous ne voyez pas, il y a une force qui relie toutes ces illuminations entre elles. Il avait raison. Les lueurs qui dansaient sous les profondeurs de la glace n'étaient pas de simples reflets du ciel, elles en accompagnaient les rythmes et les pulsations exactement comme deux voix se répondant aux mystérieuses, secrètes et imprévisibles l'un de l'autre. Corvadoro me serra le bras. C'est ça, mon cher Angèle, le chant des anciens. En ce moment même, dans leur maison d'obscurité, ils sont tous là, assis en cercle, aveugles, rongés d'années, tout entiers tournés vers leurs propres rêves, et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils marmonnent ce chant incompréhensible que nous contemplons ici, entre le ciel et l'eau. Et comme je levai vers lui un regard traversé par le doute, je ne le croyais pas, moi non plus, mais Théiaque me l'a démontré. Ce sont les anciens qui font naître ces phénomènes, ou plutôt, c'est à travers leur voix qu'ils apparaissent. Nous redescendîmes vers le village. Nous sommes au bout du monde, Angèle. Le pays des Waona se tient là, entre un volcan dont seuls nous parviennent les grondements et un hiver tranchant comme une lame. Un même souffle vital se déplace sous la glace, danse dans les flammes du foyer, circule dans le sang des êtres vivants. On pourrait le traduire par l'esprit du feu. Je reste un peu vague, parce que Théiaque refuse de m'en donner le nom exact, sous prétexte qu'il faudrait avoir deux voix pour bien le prononcer. L'esprit du froid, lui, prend sa source dans le fond des nuits sans étoiles, et il donne sa pleine mesure au cœur de l'hiver. De la confrontation de ces deux esprits contradictoires et antagonistes naissent les brumes et les brouillards semblables à la parole qui cache tout autant qu'elle dévoile. Si l'un de ces deux esprits devait l'emporter sur l'autre, tout disparaîtrait enseveli sous la lave ou sous la neige. Ce sont les anciens qui maintiennent ce fragile équilibre. Et quant aux fleurs séchées qu'ils font brûler pour prolonger leurs rêves, elles ne viennent pas d'ici. Il faut aller les chercher loin au-delà de la porte de pierre. Et c'est la tâche des plumes grises de les récolter. Ce sont les fleurs de mer. Voilà, Angèle, tout ce que j'ai pu apprendre sur les Woanas. J'aimerais mieux mettre cela sur le compte des superstitions, comme il est facile de le faire pour tant de contes et de légendes qui trahissent la crédulité de ceux qui les écoutent. Mais à la vérité, il est bien difficile ici de ne pas se laisser envoûter par leur puissance. Il n'y a pas très longtemps, vous m'avez recommandé de garder la tête froide. C'est plutôt vous qui vous échauffez, il me semble. Il soupira. Peu importe. Il faudra bien sortir d'ici. Je ne suis pas sûre que l'occasion nous en soit donnée par des voies habituelles. En attendant, Angèle, préparez-vous. Théiaque m'a prévenu qu'une offensive de cet esprit du froid, tout le monde en souffrira. Fin du chapitre 15. Angèle l'Indien blanc de François Place. Merci.